Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde, malgré la digestion qui doit agir sur votre fatigue. J'aurai le plaisir d'échanger avec Pierre des éditions Nébuleuse, puis Hugues des éditions Cornelius. On va discuter d'un parcours croisé de deux maisons d'édition qui ont 30 ans d'écart. Donc après une rapide présentation, nous évoquerons votre parcours et votre goût de la BD alternative, puis votre vision de l'édition et de la micro-édition dessinée. Et on croisera vos expériences très différentes, mais qui se rejoignent pourtant sur plusieurs points et plusieurs visions esthétiques, presque éthiques, j'ai envie de dire. Et enfin, nous aurons un petit temps de questions pour le public. Hugues Bernard, vous travaillez pour les éditions Cornelius depuis 2011 et vous œuvrez en tant que chef de fabrication et assistant d'édition. Cela vous amène à faire beaucoup de choses, parmi lesquelles, notamment beaucoup de choses parce que c'est une toute petite maison, donc souvent on est amené à faire beaucoup de tâches, notamment du scan, de la retouche, de la mise en couleur, du maquettage, du lettrage, gérer les prestataires d'impression, etc. Vous êtes également maître de conférences associé à l'Université Bordeaux-Montaigne et vous enseignez à l'IUT métier du livre. Est-ce que j'ai Comment tout vous bon? savez tout ça? Je suis un fin limier. Pierre Pousségur, vous avez fondé les éditions Nébuleuses avec Gabin et Oumégard. Vous êtes diplômé de la formation métier du livre de l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, C'était mon prof. voilà, vous connaissez. Et en parallèle de cela, vous avez travaillé pour la maison d'édition Les Requins Marteaux en tant que graphiste et maquettiste, entre autres, jusqu'à il y a peu. Ce qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui aux Infest, c'est le goût de la micro-édition et du do-it-yourself, mais également le goût pour des œuvres en quelque sorte à la marge, qui évoluent dans un circuit parallèle au circuit traditionnel. Et ces œuvres particulières qui font un pas de côté, c'est ce qui occupe une grande partie du temps de nos invités d'aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais me permettre une brève présentation de vos maisons respectives afin de comprendre également dans quelle veine vous vous inscrivez esthétiquement. Donc par rapport aux éditions Cornelius, Jean-Louis Gauthier fonde la maison en 1991 à Paris. Et la maison se fait connaître par son exigence et son côté, d'un côté éditorial, en allant chercher des pointures chez les autoristes de France, des États-Unis ou encore du Japon. De l'autre côté, la maison se fait également remarquer pour le soin apporté au livre dans sa fabrication et dans sa dimension esthétique. 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard, la maison est toujours aussi vigoureuse et entretient un catalogue mêlant prestige et défrichage, classique influent de la bande dessinée et modernité à la pointe. Les éditions Nébuleuses naissent quant à elles en 2022 et évoluent entre Angoulême et Bordeaux. Vous décrivez votre travail comme influencé par les mangas des années 90-2000, la bande dessinée et les comics alternatifs et indépendants. Vous avez déjà 9 publications à votre actif et on observe vraiment vos influences à l'œuvre car on retrouve des séries de comics, de l'horreur, un livre qui a un format très inspiré du manga et vous avez également publié plusieurs sets de cartes à jouer illustrés par plusieurs artistes. Donc après cette brève présentation, je propose qu'on aborde un peu votre appétence pour l'édition indépendante et ce qui vous a amené ici. Et plus particulièrement sur cette frange de la BD indépendante. Hugues, déjà, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours, plus précisément ce qui vous a fait atterrir chez Cornelius? C'est pas mal le hasard en fait. Moi j'ai quand même encore toujours maintenant, je crois, le syndrome de l'imposteur. Parce que j'étais pas du tout dans l'édition, je suis pas dessinateur, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, contrairement à Pierre. Moi ça m'est venu sur le tard, parce que j'ai fait plutôt des études axées vers le cinéma. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt le scénario, c'était plutôt l'écriture, voilà. Et en fait, ça n'a pas marché des masses, visiblement, au bout de 3 ans. Et donc, j'ai fait une formation pour me rediriger. J'ai fait une formation dans l'édition en croisant voilà, bah, cette appétence pour le scénario et puis la bande dessinée parce que j'étais lecteur. Et je me suis dit que voilà, assez naturellement, la bande dessinée, ça pouvait coller. Et puis, ça s'est fait comme ça. Un stage chez Cornelius. J'avais quand même une connaissance, pas extrêmement pointue, mais une petite connaissance du milieu de la bande dessinée alternative, hein. Je connaissais l'association que j'avais été voir d'ailleurs. Alexandre Balkan de chez Adverse travaillait là-bas à l'époque d'ailleurs.
Il ne se souvient pas de cet épisode d'ailleurs où je m'étais pointé là-bas comme une fleur en disant bonjour. Et voilà, et j'ai fait un stage, j'ai recommencé, j'avais 30 ans, hein, donc j'ai recommencé à zéro, j'ai fait des stages, et puis Cornelius faisait partie de ces stages-là, et puis j'ai été rappelé un peu plus tard par Jean-Louis suite au départ de Julien Magnani, qui lui a fondé aussi sa maison Magnani Édition suite à ça. Et je suis resté depuis tout ce temps. Et on est venu à Bordeaux, etc. etc. Et quant à toi, Pierre, tu m'expliquais que tu faisais des études de cinéma. Et Ouais. pourtant, ce que disait Hugues, c'est que tu es tombé dans la BD des petits. Donc, qu'est-ce qui t'a amené malgré tout à l'édition? Et juste, attention à bien coller le micro, parce que c'est des Ouais, micros ouais. très directionnels, donc bien les coller. Mais alors, du coup, oui, comme Hugues, j'ai fait des études de cinéma. Mais moi, c'est parce qu'en fait, je pensais que j'aime la BD depuis que je suis tout petit, mais c'était un milieu lointain, quoi. Je me disais, c'est pas possible vraiment de vivre de l'édition, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, mais, mais voilà, je me disais vraiment que c'était un peu inatteignable. Et c'est pendant mes études de cinéma, en fait, que j'ai fait une demande de stage complètement au hasard chez Cornelius, parce qu'ils étaient à la Fabrique Paula à Bordeaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je sais toujours pas pourquoi, mais ils m'ont accepté. Et du coup, j'ai fait mon stage chez Cornelius et j'ai découvert comme ça la bande dessinée indépendante parce que par contre, je connaissais pas du tout l'alternatif et l'indépendant. Donc j'ai découvert avec Cornelius. Et voilà, je me suis beaucoup reconnu, retrouvé dans toutes ces publications, tous ces milieux-là, etc. Et en fait, après, ça a été une suite de conséquences de ce stage finalement, parce que j'ai fait des études de métier du livre, d'édition. J'ai été en stage dans d'autres maisons d'édition, donc j'ai été en stage chez l'employé du mois aussi. Et après, j'ai été pris en service civique chez les Requins Marteaux, puis j'ai été pris pour travailler chez les Requins Marteaux. Et voilà, et depuis quelques mois, depuis 2022, du coup, on a monté notre maison d'édition avec Gabin, comme tu le disais, dans cette veine aussi voilà, proposer quelque chose de différent, d'alternatif, fait par nous-mêmes, voilà, avec nos propres influences. Alors justement, vous avez commencé à l'aborder, mais j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette veine, parce que dans votre dernière publication, Le Faiseur de Rois, euh, ça n'aura pas échappé aux personnes les plus attentives et attentives, mais il y a dans les remerciements Hugues. Oui. Et justement, je me demandais, est-ce qu'il y avait une filiation avec Cornelius, et plus largement, quelles étaient les inspirations pour fonder Nébuleuse Comme tu le disais, la rigueur. Bah, Cornelius, c'est vraiment une institution dans la bande dessinée indépendante, alternative, et pas qu'en France en plus. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, Cornelius. Et après, même moi, humainement, Hugues m'a beaucoup appris sur le métier d'éditeur et aussi, on s'est bien entendu humainement. Et du coup, c'est vrai que quand il a fallu commencer à faire nos premiers livres et à faire de la fabrication, etc., dès que j'avais une question, je me retournais vers lui parce que je regardais enfin, je savais qu'il travaillait très bien et le catalogue de Cornelius parle pour lui. Donc tout simplement, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Voilà. Et, euh, et je voudrais qu'on aborde un point qui vous rassemble. Sur une affiche, une ancienne affiche de Cornelius, on pouvait lire la phrase Maison d'exploration de la bande dessinée depuis 1991. Et quant à Nébuleuse, vous vous décrivez vraiment comme inspiré de la bande dessinée alternative. Et je me demandais, notamment chez Cornelius et d'ailleurs chez Nébuleuse, les motivations initiales de fonder les maisons, souvent c'est de proposer des choses qu'on ne voit pas autre part. Est-ce qu'au bout de 30 ans, chez Cornelius, on a toujours cette sensation que vous arrivez à dénicher des choses qui ne sont pas assez soutenues sur le marché ou défendues par d'autres maisons d'édition? Alors, pas défendu par d'autres maisons d'édition, je pense pas, parce qu'on est quand même encore relativement assez nombreux. On a encore une petite cinquantaine de maisons d'édition alternatives entre la France et la Belgique et la Suisse. Donc pour l'espace francophone, donc ça fait quand même suffisamment de maisons, j'imagine, pour pouvoir accueillir des projets un peu à la marge. Après, sur la question des 30 ans, moi j'y étais pas. J'étais au collège, certainement, en 1991. Donc voilà, c'est que je peux juste vous raconter l'histoire hein, que j'ai vécu très indirectement. Et je crois que ça s'est fait un peu au hasard, hein, puisque quand Jean-Louis Gauthier a commencé à travailler dans l'édition, ça s'est fait parce que dans un premier temps, il était sérigraphe, il faisait de la sérigraphie. Et assez rapidement, il était libraire aussi par ailleurs.
Et en fait, à ce moment-là, dans les années 90, il y a un truc qui se passe, hein. Il y a plein de collectifs d'auteurs et d'autrices qui se structurent, notamment les gars de l'association. Ils étaient 7, Jean-Christophe Menu, Matt Conture, Kilofer, etc. Stanislas, j'en oublie. Et donc des gens qui n'arrivent pas à se faire publier chez Dupuis, etc., chez les gros éditeurs industriels déjà de l'époque, puisqu'ils sont sur des veines un peu particulières, hein, ce qu'on appelle le roman graphique, hein, des livres un peu plus importants en termes de pagination, des thématiques plus intimistes, du noir et blanc, etc. Et donc, en fait, beaucoup de collectifs comme ça se créent. Les Rocamatos, Citer, tous ces gens-là viennent de cette époque-là. Et Jean-Louis, pas du tout. Cornelius, c'est un homme seul, c'est lui qui le crée. Et en fait, comme il rencontre il est conseiller. Jean-Christophe Menu à cette occasion-là, quand il est libraire, il commence à faire des affiches pour Kilofer, pour Jean-Christophe Menu. Il commence à faire des ex-libris, puis au bout d'un moment, il commence à faire des petits comics, puisque comme ils sont 7 à l'association et qu'ils n'ont pas d'argent, très rapidement on lui demande est-ce que toi tu voudrais pas éditer certains de nos projets parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'a pas assez d'argent. Et en fait, les premiers projets, ça ressemble à ça, hein. C'est vraiment, ça ressemble à du fanzine tel qu'on trouve encore maintenant, hein. C'est des fascicules agrafés de 32 pages, l'intérieur en photocopie. Ça, c'est un des rares trucs que les gens ne savent pas. Cornelius a édité Johannes Farr, par exemple. Voilà. Ça a complètement disparu dans l'histoire. Mais voilà, il y en a eu tout un paquet comme ça, de Jean-Christophe Menu, de Lewis Trondheim, de David B., etc. Donc ça, c'était vraiment les premiers livres. Donc ça s'est fait un peu comme ça, au hasard. Et puis, ça a pris au fur et à mesure. Voilà, une grande part de hasard, je dirais, moi, sur le départ de Cornelius. Mais vraiment avec ce truc assez particulier de... Voilà, beaucoup de maisons qui se créent comme ça par des collectifs qui se structurent, d'auteurs, d'autrices. Et puis Cornelius qui était un peu finalement un peu l'électron libre au milieu de ça, qui se crée voilà, par un homme tout seul. Et Pierre, vous expliquiez tout à l'heure qu'avec Nébuleuse, vous aviez envie de proposer quelque chose de différent. Justement, comment vous définiriez cette chose qui est différente? Qu'est-ce que vous ne trouviez pas que vous avez envie de pallier? Alors à la toute base, Nébuleuse, c'était vraiment, avant même de penser à ça, c'était vraiment juste parce qu'en gros, mon cercle d'amis très proche, on a fait un lycée d'art appliqué, donc c'est des univers très graphiques. Moi, du coup, le but, c'était vraiment de bosser avec des potes, quoi. C'était vraiment ça à la base. Puis par la suite, d'éditer ce que faisaient des amis que je trouvais assez incroyables. Par exemple, ce bouquin, c'est une vraie fierté. C'est une très proche amie du lycée qui dessine extrêmement bien et on voulait absolument présenter son travail. Ça, c'était vraiment la première volonté. Et après, avec Gabin, avec qui j'ai cofondé Nébuleuse, on a un peu les mêmes influences, comme je disais, de manga des années 90-2000 et comics et BD alternatives. Mais du coup, c'est plutôt le manga en vrai qui est au centre de tout ça, forcément. C'est les mangas avec lesquels on a grandi, donc toute la génération One Piece, Naruto, Bleach, etc., Shaman King, et aussi les mangas d'artistes plus, comment dire, dont les auteurs sont plus reconnus, comme par exemple Taniguchi, Atsushi Kaneko, on aime beaucoup aussi. Enfin voilà, il y a plein de noms, donc, qui sont plus un peu ce qu'on pourrait dire des mangas alternatifs, même si c'est bizarre un peu d'appeler ça comme ça, mais je veux dire, c'est pas des gros mangas publiés en série dans des magazines, quoi. Donc ça, c'est un peu le mix de toutes nos influences. Et après, l'idée, c'était c'est qu'on se disait que dans la bande dessinée, dans les maisons d'édition de bande dessinée indépendantes, en manga, il y a quelques maisons d'édition. Il y a Cornelius qui fait beaucoup de mangas et qui le fait très bien. Il y a aussi, forcément, les noms m'échappent maintenant, mais il y en a quelques-unes qui font du manga, forcément. Mais voilà, on se disait que nous aussi, on avait envie de proposer notre vision de la bande dessinée inspirée par la vague de manga qui a déferlé sur la France ces dernières années. Et proposer cette espèce de mélange un peu, cette espèce d'hybride particulier voilà, au travers de notre catalogue. Et aussi le fait qu'on sorte depuis très peu, ça fait très peu de temps qu'on sort des études, même avec Gabin, ça fait quelques années. On a pu aussi côtoyer beaucoup, et on côtoie toujours beaucoup de jeunes auteurs, jeunes autrices qui sont issus des écoles d'art, donc d'Angoulême, de Bordeaux d'ailleurs, et qui, comme nous, ont ces influences-là de manga forcément ou de comics indés, etc. Et avec lesquels, du coup, on se comprend en fait assez facilement. Voilà, je pense que c'est un truc un peu générationnel, quoi. Chaque génération a un peu ses références et nous, on a un peu ce truc-là, quoi. On reviendra justement sur ces différentes influences qui sont
différentes, mais qui se rejoignent sur certains points un peu plus tard. Et donc maintenant qu'on a un portrait rapide, forcément, mais qui est dressé, on sait d'où on parle, je voudrais qu'on plonge un petit peu plus en profondeur sur le travail éditorial. Euh, je considère que le geste éditorial est quand même quelque chose de très personnel, notamment sur des structures indépendantes en tout petit comité. Et il est encore plus intime lorsqu'il est couplé à un geste intime, ce travail éditorial, dans un cadre de micro-édition. Donc je me pose forcément la question de vos choix éditoriaux, qu'est-ce qui vous guide? Euh, Chez Cornelius, vous êtes, comme je le disais, une toute petite équipe. Et c'est vrai qu'on a souvent l'image d'une maison d'édition qui est fondée par Jean-Louis. Dans d'autres maisons, on a souvent l'image de il y a un éditeur et c'est un peu sa vision. Et je voudrais un peu comprendre comment vous travaillez en termes de choix éditoriaux. Est-ce que c'est sujet à discussion, les choix éditoriaux, ou est-ce que les choix éditoriaux de Cornelius reflètent les goûts de Jean-Louis, ou est-ce que les choix de Cornelius sont les choix de Cornelius qui se séparent de la vision de Jean-Louis? En général, je crois que les choix des manuscrits qui sont publiés chez Cornelius restent quand même principalement ceux qui sont choisis par Jean-Louis. Il arrive qu'il y ait des discussions collectives sur des projets sur lesquels il n'est pas sûr. Ça peut être des achats de droits de livres américains, ça peut être aussi des projets voilà, sur lesquels il n'est pas sûr pour le dessin, pour le scénario. Mais voilà, globalement, ça reste toujours lui le capitaine de toute façon. Et il a déjà dit il y a quelques années, c'est pas exactement une démocratie, quoi. Voilà. Donc on peut avoir un avis consultatif et il peut aussi ne pas en tenir compte. Voilà, ça, c'est pas du tout un problème. Et voilà, après, il suffit de le savoir, hein. Moi, voilà, que j'ai pas créé Cornelius, j'entends tout à fait que c'est bien quand je suis content qu'on me demande mon avis, mais voilà, si j'ai pas à le donner, voilà, c'est très bien. Sinon, j'aurais fait Nébuleuse avant Nébuleuse, par exemple. Je ne sais pas. Et est-ce que vous, dans l'équipe, vous amenez des projets que vous proposez aussi à la maison ou... C'est arrivé, ouais, surtout ma collègue Adèle, qui, elle, s'occupe plutôt de la communication, qui vit en Bretagne maintenant, et parce qu'elle, déjà, bah, elle a 10 ans de moins que moi, et donc elle est plus, effectivement, elle grenouillait déjà beaucoup dans le Zinfest, par exemple, hein, parce elle est encore la présidente, je ne sais plus. Et donc voilà, elle connaissait aussi beaucoup plus le milieu certainement de la bande dessinée, de la micro-édition, et puis des jeunes, vraiment des très jeunes artistes qui sortaient des écoles et tout ça. Moi probablement moins, c'est sûr. Donc c'est arrivé comme ça, mais c'était assez peu souvent des projets aboutis sous forme de livres, mais c'était surtout à l'époque où pendant 10 ans on a fait notre revue qui s'appelait Nicole, puisque toutes les collections de Cornelius ont des prénoms. Notre revue s'est appelée Nicole. Et effectivement, c'est là qu'on allait chercher des jeunes artistes pour voilà, leur proposer 10 pages, 15 pages, 20 pages, des fois plus. Ça dépendait de ce qu'il y avait. Et dans cette idée voilà, de relancer une revue comme ça existait dans les années 90 pour faire émerger un peu des nouvelles voix, quoi. Bon, là, ça va faire 3 ans qu'on a arrêté Nicole, on doit faire une nouvelle formule. Et puis, je pense qu'on est un peu trop feignant et du coup, il n'y a toujours pas de nouvelle formule. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais voilà, pour l'instant, il n'y a plus. Et par rapport à Nébuleuse, le travail éditorial, comment il s'articule? Donc vous êtes deux cofondateurs. Vous l'expliquiez précédemment, c'est quand même pour l'instant beaucoup de projets qui sont issus du réseau amical. Est-ce que les projets qui arrivent, qui s'annoncent, sont toujours issus de ce réseau? Est-ce que vous avez des projets avec des auteuristes que vous ne connaissez pas, que vous avez contactés? Et comment vous discutez avec tous les deux sur les choix éditoriaux? Alors, on a fondé ça à deux, mais ça fait maintenant 2 ans qu'il y a deux autres personnes qui nous ont rejoints, donc Shan et Sven, qui étaient d'abord des auteurs en fait, qui ont fait des fanzines avec nous et qui maintenant nous ont rejoints dans l'aventure. Donc maintenant, on est 4. Pour le coup, on essaye d'être plus horizontaux dans le choix des publications, etc. Je pense que je reste encore un peu la force motrice parce que j'ai plus de temps disponible que les autres. Mais on essaye de faire ça vraiment à 8 mains, du coup. Et en gros, oui, le catalogue, c'est assez nébuleux, du coup. Ça, veut dire, ça reste quand même autour des gens qu'on connaît, mais maintenant, c'est de plus en plus des amis d'amis ou des amis d'amis d'amis, ou alors des gens qui étaient dans la même école que Shan et Sven, mais qui ne se connaissaient pas vraiment. Donc ça commence petit à petit, voilà, à s'étendre et à parler à d'autres gens, ou alors des gens qui n'ont pas entendu parler de nous aux Infest, avec qui on peut travailler aussi, par exemple.
Donc voilà, ça se fait petit à petit. Nous, de toute façon, l'idée, c'est de travailler avec toutes les personnes qu'on trouve talentueuses et avec qui ça colle bien aussi humainement. Dans la démarche éditoriale, justement, nous aussi, on met beaucoup au cœur de la démarche l'échange avec, parce qu'on peut se le permettre parce qu'on est encore petit, mais l'échange avec l'artiste. C'est-à-dire que même si à la fin on fait un livre qui n'est pas de fabrication artisanale, dans le sens où on le fait imprimer chez un imprimeur, etc., on prend vraiment le temps de se voir tout au long de la production. Généralement, on devient vraiment amis et on finit par boire des coups, même après avoir sorti le livre, etc. Et ça, c'est aussi important pour nous, quoi. C'est que ça colle humainement et que ça se ressente en fait dans chaque production qu'on fait, qu'on prend du plaisir. Et voilà, tout simplement. Et sur le choix des projets édités et des autoristes invités dans la maison, j'avais une question, parce que quand on va sur votre site internet, dans la rubrique à propos, il y a écrit nous éditons pour l'instant des autoristes émergentes. Qu'est-ce que pour l'instant implique et Bah, pourquoi cette formulation? c'est comme ce que je disais, c'est qu'en fait, pour l'instant, en fait, notre réseau est constitué de plein de gens qui sont en école ou qui sortent d'école. Et donc, c'est donc des autoristes émergentes, mais qu'on ne se ferme pas en fait, à travailler avec d'autres gens qui sont déjà édités, etc. C'est juste que pour l'instant, comme nous, on débute encore, on est plus à l'aise de travailler avec des gens qui débutent. Et aussi, on trouve intéressant, on trouve que c'est un peu le moment aussi dans les premières années de la maison d'édition. Je pense que c'est là aussi il y a une espèce d'énergie de la lancer, enfin, je veux dire, quelque chose d'assez instinctif, quoi, qui après, justement, par le fait de s'institutionnaliser, de grossir, etc., se perd un petit peu, mais ce qui n'est pas forcément grave, ça se transforme en fait. Mais du coup, on aime bien ça aussi, quoi. On sait que par exemple, notre première BD, Le Faiseur de Roi, première grosse BD, était censé être un fanzine à la base. Donc en fait, quand on le lit, on sent qu'il y a vraiment à la base une intention de faire un gros fanzine. Mais on a décidé d'en faire une BD et d'assumer un peu ce côté. C'est un gros fanzine qui est devenu une BD, quoi. On l'a vraiment travaillé comme ça et on trouve que c'est intéressant. Voilà. Aussi, juste pour terminer sur ça, il y a plein d'artistes avec qui on va travailler et avant de les publier entièrement, on vend leurs fanzines sur notre table sans se reverser de revenus à nous, mais justement pour mettre en avant leur travail de fanzine sur les stands, quoi. Voilà. Et justement, sur ce gap de différence entre vos deux maisons et de 30 ans d'écart, chez Cornelius, comment vous visualisez ce rapport à la création émergente? Est-ce que vous avez eu du coup différentes phases dans l'histoire de Cornelius où il y avait peut-être plus d'auteurs et d'autrices émergentes au début, ou est-ce que là vous arrivez quand même à éditer autant d'auteurs et d'autrices émergentes qu'au début Bah, les auteurs et les autrices émergentes du début de Cornelius, maintenant ils sont vieux, quoi. C'est Trondheim, c'est Sfar, c'est Menu, enfin c'est des mecs qui ont 60 ans, hein. Après l'édition, c'est un cycle. C'est des cycles qui s'enchaînent les uns les autres. Là, on se rend bien compte qu'il y a, depuis quelques années, surtout depuis l'après-Covid, où il y a eu une espèce d'âge d'or comme ça, du livre en général, hein, pas que de la bande dessinée, qu'il y a un truc qui est un peu en train de se casser la gueule. Il y a un problème de surproduction, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a trop de livres, les gens ont plus d'argent pour les acheter, et la logique capitalistique dans laquelle on est fait qu'on continue à en produire toujours plus. Bien évidemment, c'est pas de notre faute à nous, c'est de la faute des grands groupes industriels, etc. etc. Mais voilà, cette logique, c'est celle-là. Donc en fait, on est dans un moment où les librairies ferment, des maisons d'édition s'arrêtent, les requins marteaux, par exemple, sont en dormance depuis un an. Et c'est un vrai problème, en fait. C'est un problème qui est en lien aussi avec le fait de renouveler un lectorat. Puisque le lectorat de la bande dessinée assez classique, bah, il vieillit aussi, hein, avec nos plus vieux auteurs et plus vieilles autrices. Et c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on est forcément confronté à cette crise. C'est pour ça que, encore mon syndrome d'imposteur, mais comme on est quand même ici dans un salon de la micro-édition, moi j'ai l'impression d'être un éditeur industriel pour le coup. Voilà. Alors, je ne suis pas guidé le cours. Non, non. Il y a toujours plus gros poissons que nous. Mais nous, on a été confrontés à ce truc-là aussi parce qu'on fait de l'achat de droits, notamment de livres japonais, américains. Et on a eu, il y a quelques années, une affaire avec Daniel Close, un auteur dont on a perdu 4 livres qui ont été rachetés par Delcourt. On a eu un procès parce qu'on a fait une solde. Bon, je vous passe les détails. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus être trop tributaire des achats de droits de livres étrangers.
Parce que le jour où le robinet se ferme, eh ben, on est dans la merde. Et là, on s'est dit, effectivement, il faut qu'on reconnecte un peu avec une jeune génération d'auteuristes que peut-être on avait un peu laissé de côté. Donc on avait déjà notre revue Nicole depuis 2014 qui nous permettait voilà, d'amener aussi un souffle nouveau, mais qui ne se concrétisait pas derrière par de l'édition de livres de ces artistes-là. Et en fait, il y a quelques années, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose justement pour ressusciter un peu ce truc-là. Et ce qui est rigolo, et ça en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des cycles, c'est qu'on s'est remis à faire des comics comme il y a 35 ans en fait. On a lancé notre dernière collection, la collection Kim, il y a quelques années. Fascicule 17-24, format comics américain, 32 pages, exactement comme il y a 35 ans, puisqu'après les versions... J'ai perdu le truc. Ah, j'ai pas pris le dos carré collé. Ah bah c'est ma faute. Si, voilà. Après les fascicules agrafés, on s'est mis à faire des petits dos carrés collés. Voilà. Mais c'est pareil, c'est 32 pages. Et ce qui est rigolo, c'est que... Tiens, tu peux montrer le tien collection. Bah, c'est que Pierre, quand il commence, il fait la même chose en fait. Je lui dis voilà, on n'a pas inventé le tiède, on fait tous un peu les mêmes trucs. Puisque forcément, ce sont des formats qui économiquement sont assez accessibles. Bon, ça, c'était de la sérigraphie pour la couverture à l'époque, puisque c'est ce que Jean-Louis faisait lui-même, la nuit, comme ça. Intérieur en photocopie. Bon, maintenant, effectivement, 30 ans après, on a l'impression numérique qui nous permet aussi de faire des choses de bonne qualité et pour peu cher. Mais voilà, en fait, un cycle. On recommence, comme c'est compliqué et un peu dangereux financièrement de se lancer sur des projets un peu trop ambitieux sur des auteurs et des autrices que personne n'attend et que personne ne connaît dans un monde qui est gavé de livres partout, et ben voilà, on a trouvé cette solution-là qui ne fonctionne pas plus que ça. Ce sont des livres qu'on fait à perte, bien évidemment. Mais voilà, là, on a sorti Hutte de Louis Chalumeau il y a quelques années. Et là, il a fini son premier gros livre qui sort fin août. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent comme ça. Des auteurs, des autrices qu'on aime bien et qu'on va accompagner sur leur projet. Ça, c'est son premier livre un peu ambitieux, qu'on n'a jamais eu autant en avance, puisqu'il sort fin août. Mais voilà, il y a quand même des choses comme ça qui arrivent. Et moi, je suis assez content que ça arrive parce qu'effectivement, on a aussi un volet chez Cornelius qui est assez important, qui est le patrimoine et le matrimoine. On réédite beaucoup d'œuvres assez anciennes, Robert Crumb, Nicole Claveloux, etc. C'est des livres qui sont assez ambitieux en termes de travail, parce que c'est beaucoup de travail sur les fichiers, retrouver les originaux. Quand on les a pas, il faut bidouiller des pages avec les sources qu'on a. Et faisant beaucoup ça, parce que Jean-Louis aime beaucoup aussi ces trucs-là, beaucoup aussi de la partie de notre catalogue consacrée à la bande dessinée japonaise sont des livres des années 70-80, voire 60. Et en fait, j'ai l'impression qu'on était un peu, qu'on glissait un peu du côté patrimonial et qu'on se déconnectait un peu voilà, de cette vivacité qui existe toujours en France, parce que l'air de rien, on produit entre guillemets beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de gens qui sont formés à la BD, au dessin, à l'illustration, en général à la peinture. Et en fait, ces gens-là n'arrivent pas après à se faire éditer. Et c'est aussi important qu'on soit là pour, voilà, 30 ans après, accompagner à nouveau ce mouvement-là, quoi. Et, ben, j'allais parler justement de Kim, donc c'est parfait, je n'ai pas besoin de tout expliquer cette collection. Et par rapport à Nébuleuse, justement, donc on a bien compris que le choix court était motivé, entre autres, par des raisons économiques. Et vous, chez Nébuleuse, j'imagine que quand on a une petite maison, il y a cette contrainte économique, mais également, qu'est-ce que vous permet esthétiquement ce format court? Alors moi, la première inspiration pour ce format court, c'était les one-shots de mangaka dans les magazines de prépublication au Japon. En fait, avant de faire des séries, les mangaka, ils font des one-shots, donc c'est des histoires de 30 pages où ils condensent un peu tout ce qui va se passer dans la série ensuite qui sera publiée. Et comme ça, les éditeurs du magazine peuvent savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher, faire des corrections, etc. Et voilà. Et du coup, je me disais, on peut faire un peu comme des one-shots, quoi. C'est tout simplement ça. Et voilà, le format court était pratique parce que c'est moins cher. Noir et blanc, c'est moins cher. Et 30 pages, c'est bien, c'est pas trop de travail. Et en même temps, c'est quand même assez conséquent. C'est pas juste un dépliant. Donc voilà, c'était vraiment cet équilibre-là. Donc maintenant qu'on a compris un peu chacun les modèles dans lesquels vous évoluez, les différences déjà d'histoire, d'ancienneté, mais également les différences économiques dans lesquelles vous évoluez, entre d'un côté la micro-édition qui évolue dans un réseau parallèle et l'autre l'édition alternative avec Cornelius qui évolue
dans le circuit traditionnel du livre, même si on parle de librairie indépendante. Donc je voudrais justement qu'on explore un peu ces différences de modèles. Et premièrement, lorsqu'on parle d'édition artisanale, on ne peut pas y couper. On parle souvent de contraintes matérielles et économiques, comme on a commencé à l'évoquer. Donc au début de Cornelius, c'était imprimé de manière autonome, couverture sérigraphie, intérieur photocopié. Est-ce qu'il y avait, au-delà de la contrainte économique du début, des volontés esthétiques de faire soi-même? Oui, je crois qu'il y a un truc qui est un peu même du contrôle fric, hein, quasiment. Pas du fric, contrôle freak. C'était, je pense, une volonté effectivement de la part de Jean-Louis de tenir les choses et de les faire tout seul. Bon, il a vite compris que de toute façon, ce ne serait pas possible dans une certaine mesure, puisqu'à partir du moment où, quand vous faites 100, 200, 500 exemplaires d'un livre, ok, vous pouvez faire des couvertures en sérigraphie, à la main, c'est très long, mais ça se fait. Dès que vous commencez à arriver sur des 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, bon, c'est plus possible parce que vous passez votre vie à imprimer des trucs. Et si c'était pas calé au poil de cul, il les jetait. Donc c'était aussi beaucoup de gâchis. Puisqu'effectivement, c'est quelqu'un de très, 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 très pointilleux. J'ai hérité de ça, hein, puisque maintenant c'est ma charge à moi, hein, de faire en sorte aussi que les choses soient très, 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 très pointilleusement faites. Bon, après, j'étais un peu perfectionniste, donc ça va, hein, mais c'est pas toujours évident. J'ai complètement oublié la question. C'était, est-ce qu'il y avait une volonté esthétique de faire soi-même au début, Oui, pardon. au-delà de la contrainte économique? Oui, oui, c'était au-delà de la contrainte économique, puisque économiquement, ça a été très peu viable pendant très longtemps. Je crois qu'il a perdu beaucoup d'argent. Il a beaucoup investi, mais c'est ce qu'a fait Pierre aussi, hein, investi d'argent personnel pour lancer ses premières publications. Et notamment le premier vrai livre qui va faire. Ça s'enchaîne très bien tout ça. C'est un Avec, travail, hein. avec Robert Crumb, parce que c'était un des auteurs avec qui il voulait travailler il y a très longtemps. J'ai retrouvé ça dans les bureaux parce que quand il sort Harlem de Robert Crumb, c'est des dessins que Robert Crumb a fait, des reportages sur Harlem en l'occurrence. Et en fait, il ne part pas des documents originaux, il trouve des magazines dans lesquels ça avait été publié, pas très bien, et une édition chez je sais plus qui. Et en fait, quand il publie ce truc-là, tout est fait en sérigraphie pour le coup. Le livre sort, c'est fait à 500 exemplaires et les gens ne comprennent pas parce que c'est tout noir, c'est complètement bouché, tout est gras. Et en fait, il est tellement vexé qu'il récupère tous les livres, tous les exemplaires qui sont en librairie, il les détruit. Voilà. 500 exemplaires, donc il en reste quelques-uns, donc celui-là qui est au bureau. Et voilà, et donc il explique à Robert Crumb, il lui dit bon bah voilà, je suis désolé, mais le livre est vraiment trop moche. Je les récupère, je les détruis. Dès que je vais retrouver les docs originaux, je le referai. Il va le refaire quelques années après, puisqu'il va retrouver pas les documents originaux, mais un jeu de photocopie avec une autre série sur la Bulgarie qui s'appelait Bulgaria. Du coup, il en a fait un genre de volume double. Et en fait, bah, vous voyez que les documents sont de bien meilleure qualité, hein, c'est pas tout noir comme l'autre. Donc il va le refaire, ça c'est en 99, donc et la première version c'est 93 je crois. Donc voilà, beaucoup de gâchis. La volonté à l'origine c'est vraiment effectivement l'esthétique, c'est de faire des beaux livres. Et en fait c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, puisque on n'a pas changé nos fabrications. On continue à faire des fabrications qui sont assez coûteuses, ça c'est le fabricant qui parle. On choisit des beaux papiers, etc. Alors qu'effectivement on pourrait en prendre des moins coûteux. L'histoire nous dira si on a eu raison de le faire. L'histoire est en train de nous dire qu'on n'a pas forcément raison, mais bon, bah, pour l'instant c'est comme ça. Et en fait, le fait est que je pense aussi ça a pris dans les années 90 et début 2000, hein, début 2000, c'est au moment où Cornelius passe à l'offset, donc chez des imprimeurs industriels pour imprimer en plus grande quantité. Les auteurs qui sont déjà présents au catalogue, il y a déjà Daniel Close à la fin des années 90, il y a Crumb, il y a Willem, etc. En fait, les livres commencent à être un peu connus, sont diffusés, et puis ça attire d'autres auteurs, d'autres autrices qui sont intéressés. Et en fait, les choses se font assez naturellement comme ça, parce qu'ils ont envie d'avoir leur joli livre au catalogue de Cornelius. C'est dit comme ça, hein, c'est moi qui le dis, hein, mais je reporte ce que j'ai entendu. Et donc ça se fait comme ça, uniquement par envie et pas du tout par une stratégie financière ou économique. Sinon, bah, on aurait acheté Delcourt. Et pas- Mais c'est vrai que ce que vous expliquez sur un peu les déboires de l'édition artisanale, je ne sais pas si vous êtes familière de faire des livres vous-même, mais ça peut représenter beaucoup
de difficultés et un peu des fois des montagnes de travail. Et dans une interview, Jean-Louis explique une autre anecdote où lorsqu'il a édité Alphabet Capone de Willem à l'époque, donc il explique qu'il faisait la reliure manuellement en agrafant lui-même tous les livres. Donc il y en a plein qui étaient loupés En les clouant. en les clouant. C'est des petits clous. Alors, et donc il y avait 500 exemplaires, bah, il reste 150 exemplaires non reliés dans un stockage encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard. Donc c'est toujours, tout le monde qui a fait des livres a toujours plein d'exemplaires non édités parce qu'au bout d'un moment c'est une charge de travail qui est presque absurde. Donc c'est aussi des contraintes très matérielles et très humaines aussi. Oui, et puis surtout quand on est nul en commerce, il y a des choses qu'on découvre un peu en se prenant des claques. C'est-à-dire que Alphabet Capone, je sais qu'il en a refait il y a quelques années, on a ressorti tous les éléments parce qu'il a tout gardé. Et il a recloué des trucs sur son bureau, on en a fait, je sais plus, quelques dizaines, je sais plus pour quelle opération. Mais à l'époque, un des premiers boulots qu'avait fait Jean-Louis en sérigraphie, justement avec Rum, c'était des pantins. Comme ça, il avait fait Angel Full, Max Payne et puis Mister Natural, qui sont des personnages de Robert Crumb, donc qui sont faits en sérigraphie sur du carton, et donc c'est des petits puppets, hein, il y a une petite ficelle, des machins, et vous les accrochez, vous tirez sur la ficelle, ça fait bouger les bras et les jambes. Voilà. Bah, ce truc-là, il en avait fait plein, et bah, on est encore en train de les assembler aujourd'hui, quoi. 30 ans après, quoi. Parce que pendant des années, on n'a pas eu de site marchand, donc en fait, on les vendait sur les salons, les gens ne comprenaient pas ce que c'était, et donc on en a encore. Voilà. Donc là, on est refait de temps en temps. Toi, t'as pas fait en stage, toi, d'ailleurs? Monter ce genre de truc. Souvent, les stagiaires en font. On a les sachets, on a les petites attaches parisiennes, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs qui restent dans des cartons, et puis peut-être qu'on les finira un jour, peut-être qu'on les refera pas. Puis des fois, des choses qu'on retrouve, qu'on pensait avoir perdues, parce qu'on range très mal. Mais voilà. Et chez Nébuleuse, quand on regarde un peu les mentions d'imprimeurs à la fin, souvent, enfin, je l'ai vu sur plusieurs ouvrages que vous avez publiés, c'est imprimé chez des imprimeurs traditionnels, entre guillemets. Est-ce que vous avez également cette partie façonnage artisanal? Et sinon, est-ce que vous aimeriez avoir vos propres machines de production et vous lancer dans des livres que vous finirez de relier dans 30 ans? Bah, du coup, c'est vrai que quand on a ce genre d'histoire, ça fait un peu peur. Mais non, bah, le truc, c'est que moi, je suis pas du tout artisan du livre. Je côtoie beaucoup de gens qui sont artisans du livre, mais moi-même, non. Mais par contre, les gens que je côtoie, je vois que ça leur prend du temps, ça leur prend de l'énergie, ça leur prend des ressources. Et j'avoue que du coup, nous, on priorise vraiment la sortie de l'œuvre et son accessibilité financière et le fait qu'elle sorte rapidement. Donc c'est un peu le volet sur lequel on s'est un peu moins penché. En plus, justement, quand on vient de Bordeaux et quand on est de Bordeaux et qu'on regarde les productions qu'il y a autour, notamment ce qu'on voit aujourd'hui aux Infest, hein, tous les stands, etc., on voit qu'il y a vraiment une très belle diversité justement d'artisanat. Il y a plein de gens qui sont très talentueux en sérigraphie, en risographie, en technique d'impression, encore diverses, etc. Donc nous, pour le coup, on ne sentait pas le besoin de se différencier là-dessus. On a préféré, voilà, comme disait Hugues aussi, on est à une époque où l'impression numérique permet d'avoir des productions pour pas très cher. Donc on a préféré faire ça, nous, de notre côté. Et je voudrais qu'on continue un peu sur ce volet historique qui a été un petit peu abordé et sur le côté artisanal. Donc on l'a évoqué quand Cornelius est passé en impression offset, donc c'est-à-dire avec des prestataires extérieurs, hein, concrètement. Dans une interview, il explique que ça a été un énorme pas en avant. Et dans une autre interview, il explique que Cornelius n'a jamais coupé le lien avec l'aspect artisanal du métier. Donc Hugues, toi qui travailles en tant que chargé de fabrication des livres, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est éditer artisanalement et un peu concrètement ça ne relève pas de la micro-édition ce que vous faites, pardon, mais qu'est-ce qui relève de ce côté très artisan du livre? Parce que c'est vrai que Cornelius, je l'ai dit en introduction, est souvent très remarqué pour la fabrication particulière. Oui, effectivement, on en est quand même maintenant assez éloigné de cette question de l'artisanat, même si on essaie de faire un maximum de choses par nous-mêmes. C'est-à-dire que même quand on fait des affiches ou si on fait des choses qui sont en dehors du livre, euh, si c'est trop simple, on le fait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire imprimer des trucs d'un côté, un truc d'un autre, et on va les assembler nous-mêmes au bureau. C'est pour ça qu'on a, je pense, encore ce côté un peu artisanal, c'est que
Notre bureau, c'est un merdier sans fin. Il y a des cartons partout, des cartons avec voilà, des sachets, des machins à monter, qu'on finira un jour. On a fait des boîtes de figurines, Pierre la police, donc on a fait faire des figurines en résine. J'ai fait imprimer des boîtes d'un autre côté, on les assemble au bureau. Donc, il n'y a que des trucs comme ça. Ça, c'est peut-être la partie effectivement qui nous reste liée à l'artisanat. Après, le reste, effectivement, les livres, ils sont faits chez des imprimeurs industriels comme tous les autres maisons d'édition qui ont un pignon sur rue. Donc ça, on l'a moins. On est resté, je pense aussi, quand il parle d'artisanat, c'est qu'on est resté une société, parce qu'on est une société, on n'est pas un collectif, une association. On est resté à taille humaine, une petite taille, parce on est assez peu nombreux. On est 4 salariés, Jean-Louis étant lui gérant bénévole et éditeur aussi. Il ne se paye pas, il ne s'est jamais payé. Cornelius, ça lui a coûté beaucoup d'argent, ça ne lui a jamais rapporté quoi que ce soit. Et en fait, même quand il y a eu des succès, quand il y a eu un Fauve d'Or à Angoulême, que voilà, des livres se sont vendus et que le chiffre d'affaires a un peu augmenté, il y a eu des gens qui ont été embauchés à ce moment-là, et puis 6 mois après, pouf, ça redescendait. Donc en fait, on est sur une espèce de, de moyenne, quoi, là, on est 4 avec des temps partiels, des 80%, etc. Et donc, on fait tous beaucoup de choses. Voilà. Moi, j'ai à peu près plus ou moins deux travails, deux postes. Voilà. La maquette d'un côté, tout ce qui va être effectivement tout ce qui est en pré-presse, donc travailler sur les fichiers avec les auteurs, les traducteurs. Moi, je travaille beaucoup avec les traducteurs et les traductrices. Et puis le volet fabrication. Ma collègue Adèle, elle fait la com, elle fait aussi la relation avec les libraires, elle s'occupe aussi beaucoup de produits dérivés. Donc voilà, on est tous un peu multitâches comme ça, et c'est ce qui nous garde de ce côté un peu couteau suisse là. Et puis on fait encore des erreurs, hein, 30 ans après. Il arrive qu'on se plante assez régulièrement, et c'est ce qui me fait penser que des fois, on reste encore un peu amateur. Pour compléter aussi, moi je pense que Cornelius, ils gardent leur côté artisanal par le soin pris dans la fabrication des livres, dans le sens où les maisons d'édition indépendantes et Cornelius, au cœur de ça, ont vraiment apporté je pense, beaucoup d'efforts à choisir le bon papier, utiliser des Pantone, ce que j'ai l'impression, ce qui était moins fait dans l'édition un peu mainstream d'avant, le 48 pages couleur, et qui maintenant est quand même beaucoup plus fait par les grosses maisons d'édition dans des collections où ils mettent plus les moyens dans la fabrication. Mais j'ai l'impression que vous, ça a quand même été une grosse partie de votre histoire voilà, comme tu disais, de prendre le soin sur les papiers, etc. Et qui pour moi découle de ses origines artisanales, quoi. Donc pour moi, ça se ressent encore en fait. Quand on prend un de vos livres, c'est toujours soyeux en main, quoi. Et Pierre, vous qui avez fait qui avez travaillé chez Les Requins, qui avez fait des stages dans plusieurs maisons d'édition indépendantes, qui sont à petite échelle, est-ce que vous avez l'impression que le travail des maisons d'édition indépendantes et ce que vous faites avec Nébuleuse est différent? Est-ce que vous évoluez dans des réseaux différents, vous n'avez pas la même ampleur de production, mais est-ce que du coup il y a une particularité de travail dans votre échelle? Moi, je pense que déjà, il y a effectivement l'échelle qui fait que toutes les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, où j'étais en stage, étaient diffusées et distribuées en librairie. Donc forcément, c'est d'autres contraintes, que ce soit économiques ou même de gestion des stocks, etc. Alors que nous, on est encore à une échelle où on peut tout faire à taille humaine chez nous. Et après aussi, plus particulièrement par rapport à Nébuleuse, on essaye vraiment de développer un côté un peu, comment dire, des liens en fait avec le ludique, avec d'autres médias en fait qui nous parlent, le jeu de rôle, les jeux de cartes, etc. Et je pense que c'est ça aussi la différence, quoi. La bande dessinée reste notre activité principale parce que c'est on est une maison d'édition de bande dessinée avant tout. Mais maintenant, on se définit en fait presque autant comme une maison d'édition d'imaginaire. Et c'est ce qui fait qu'on a la bande dessinée comme colonne vertébrale, mais on sort aussi des artbooks. Le prochain livre qu'on va sortir, c'est pareil, c'est un projet un peu hybride d'illustration, où il y a de la narration aussi, mais c'est pas vraiment de la bande dessinée. Et je pense que c'est un peu ça la différence aussi, quoi. C'est qu'on se dit qu'on est libre de faire un peu les livres qu'on veut, même si on veut rester quand même sur la bande dessinée principalement. Et je voudrais justement revenir sur le catalogue en soi, qui actuellement de Nébuleuse, donc c'est donc des choses micro-éditées pour celles et ceux, j'ai oublié de le préciser, c'est des choses qui sont publiées à peu d'exemplaires, finalement beaucoup moins que de la BD traditionnelle. Donc ce que faisait Cornelius à l'origine. Euh, et souvent, ces fanzines et micro-éditions, ça peut être vu comme des tremplins vers le circuit traditionnel, une manière en quelque sorte de montrer ce qu'on sait faire. Donc
Pierre, quelle est votre vision à ce propos-là et celui des autoristes que vous éditez? Est-ce que le fanzine est vu comme une étape vers une édition plus traditionnelle ou est-ce que c'est un médium en tant que tel? Ouais, c'est un peu de tout ça. Moi, je trouve que ce qui est formidable dans le fanzine, c'est que justement, chaque fanzine est différent et est né d'intentions différentes et a des buts différents. Euh, Nous, c'est vrai qu'à la base, on le voyait comme un tremplin pour justement aller vers faire de la bande dessinée plus, comment dire, plus classique, plus ambitieuse, etc. Et maintenant, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, on a fait une collection de fanzines et que ça a aussi son charme, ça a aussi des qualités qu'on peut pas retrouver dans d'autres productions. Mais je sais plus où j'allais en venir avec cette question. Mais non, non, le fanzine aussi. En plus, je pense que c'est intrinsèquement lié à la micro-édition, à la bande dessinée. C'est que c'est un objet aussi qui est quand même politique, quand on fait de la culture et qu'on l'a fait de façon indépendante. Il y a forcément un aspect politique et du coup, il y a aussi ce côté-là où pour nous, c'est vraiment important de garder une collection de fanzines qui soit accessible. Et pour les auteurs et autrices dont on partage le travail, c'est aussi un moyen pour eux de partager leur travail de façon simple, efficace, pas chère, euh, parce que généralement, c'est des gens qui ont envie de partager leurs idées, qui ont quelque chose à dire. Et donc, du coup, c'est toujours un format qui est très pratique pour ça, quoi. Et justement, j'en profite pour rebondir sur ça. Vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, et sur le site de Nébuleuse, donc les publications sont catégorisées. Donc il y a une catégorie fanzine et une catégorie bande dessinée. Et alors c'est un peu toujours une sempiternelle question de définition, mais c'est quoi la différence que vous faites entre Le Faiseur de Roi, qui est une bande dessinée, et les autres fanzines qui sont aussi de la bande dessinée? Ben, moi, c'est juste quand j'en parle par exemple, mes parents, qui sont pas du tout dans le fanzine, ils comprennent mieux un objet comme le Faiseur de Roi, qui ressemble à un manga, qu'à un petit fascicule qui est vendu à 8 euros, où ils ont l'impression que c'est un truc gratuit. Donc, c'est vraiment purement ça, c'est purement pour en parler plus simplement aux gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est le fanzine et tout ça. Genre, Pour vous, je leur dis c'est un espace d'expérimentation, c'est des petites histoires où il y a des défauts, mais il y a des choses extraordinaires que tu verras pas dans d'autres BD. Alors que les, alors que les grosses BD, je dis bon bah c'est une BD quoi, tu vois ce que c'est. Voilà. vous le situez vraiment plus dans l'ordre du format. Ouais. Ok. Voilà. Et Est-ce que ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant sur le fanzine comme marchepied pour l'édition. Il y a aussi un truc qui est hyper important et je suis pas sûr, je sais pas si les gens s'en rendent compte. Je fais les gens, c'est un peu, pardon, je suis pas de péjoratif. C'est que quand il y a des collectifs qui se créent, il y a quand même beaucoup de collectifs d'artistes. Je pensais justement à Arbitraire, qui est une maison d'édition de Lyon, qu'on connaît depuis longtemps, hein, qui sont des gens un peu plus jeunes. Pareil, tous des dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée. Et en fait, très vite, au bout d'un moment, il y a des choses qui sortent, il y a des fanzines, il commence à y avoir une revue, des projets de livres. Et en fait, à un moment donné, il faut que quelqu'un se détache de ce collectif-là, fasse un peu un pas de côté sur sa propre production, sur son propre travail, pour faire le travail d'éditeur. Dans le cas de Nébuleuse avec Pierre, c'est différent, parce que Pierre, il a vraiment une vision d'éditeur. Et ça, c'est hyper important. Parce que généralement, ce qui s'est passé, par exemple avec Arbitraire, c'est Renaud Thomas qui a pris un peu le lead sur la question de l'édition. Et ça peut créer des heurts, mais en même temps, si les autres veulent pas s'emparer de ce truc-là, qui est un peu ingrat, hein, c'est-à-dire que vous vous occupez de la fab, vous vous occupez de gérer la thune, où est-ce qu'on fait les trucs, combien ça coûte, où est-ce qu'on stocke, enfin, c'est des trucs un peu pénibles à faire. Et pendant ce temps-là, vous ne faites pas votre travail de dessinateur ou de dessinatrice. Et voilà, donc ça c'est compliqué. Et c'est vrai que tout dépend de là où on veut aller, en fait. Si on veut se structurer, si on veut que le collectif, si on veut que cette association devienne quelque chose de plus structuré, rapporte de l'argent et permette un peu aux gens de se payer aussi pour leur travail, effectivement, ça demande de faire des choses un peu plus ambitieuses et ça demande effectivement de faire ce travail-là d'édition avec toutes ces parties un peu ingrates et que certains ne veulent pas faire quand pour eux leur travail c'est de dessiner quoi. Et Hugues, justement, vous parliez du fanzine qui était souvent perçu comme un marchepied, en quelque sorte une carte de visite pour les auteurs et autrices émergents. Vous, chez Cornelius, est-ce que la micro-édition et le fanzine, c'est des choses que vous recevez souvent? Et aussi, est-ce que vous êtes attentif à la production contemporaine de micro-édition qui se fait?
Alors, probablement pas suffisamment, mais on essaie comme de le faire. On reçoit effectivement beaucoup de projets. C'est globalement assez mauvais ce qu'on reçoit de toute façon, mais il y a quand même des gens qui ont été édités par des projets qu'ils ont envoyés par la poste. Jérôme Dubois, il y a plus de 10 ans, c'était son projet de fin d'études. Hugues Micol, il y a 30 ans. Maintenant, c'est un grand monsieur. J'en oublie, mais voilà, il y en a pas eu 30 000, mais voilà, je sais que souvent, quand on était à l'époque au Festival d'Angoulême, on allait souvent avec Jean-Louis au off, ou même chacun notre tour, regarder aussi ce qui se faisait chez les petits, comme on les appelait, chez les, chez les jeunes auteurs et jeunes autrices. Bah voilà, pour voir ce qui se passe. Et puis voilà, on voit qu'il y a aussi des modes qui se créent, il y a des courants, il y a des choses. Et on ne peut pas être complètement décorrélé de ça, sinon bah, on fait partie de l'histoire et puis c'est un peu dommage. Donc si effectivement on veut perdurer dans ce truc-là, et c'est pour ça que la collection Kim servait aussi à ça, à pouvoir montrer à des auteurs, à des autrices qui, parfois pour certains, se font un peu broyer par le système qui est quand même très concurrentiel et très dur. Enfin, quand vous allez taper à la porte des grandes maisons d'édition et qu'on vous sort des contrats de 35 pages écrits en tout petit et que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, c'est pas évident. Nous, cette collection-là, c'était voilà, pour leur proposer des formats un peu courts, proposer quelque chose de facilement faisable pour lesquels ils ont un peu d'argent. Et puis voilà, leur montrer que c'est possible aussi, leur donner envie de continuer, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui très rapidement baissent un peu les bras, parce que c'est difficile. Voilà. Désolé, je m'éloigne un peu de la question. Et par rapport à votre position, justement, par rapport à cette scène de la micro-édition, est-ce que vous vous y intéressez principalement pour vous tenir au courant de ce qui se fait, des nouvelles vagues esthétiques, des nouveaux auteurs et autrices, ou est-ce que aussi ça vous arrive de vous faire le pas vers ces nouvelles auteurices? Vous avez vu des fanzines qui vous intéressaient, peut-être proposer un projet un peu plus long à des auteurices, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la maison? Oui, c'est souvent ça, c'est souvent... alors Jean-Louis, je sais que généralement c'est le dessin qui va l'intéresser dans un premier temps, et après il va aller regarder la narration. J'allais dire le problème, c'est un problème, mais quand on regarde beaucoup de choses qui se font ici et dans la micro-édition, c'est beaucoup d'illustrations. Il y a quand même la bande dessinée, parfois un peu à la marge, et nous, on fait quand même principalement de la bande dessinée, donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles, voilà, qui ne rentreraient pas dans le catalogue de Cornelius, qui a quand même une identité assez forte. Et donc, effectivement, en bande dessinée, il y a quand même un petit peu moins de choses. Mais oui, on est... voilà, mais c'est quelque chose qui... à mon sens, c'est assez récent de se réintéresser un peu davantage, même si Jean-Louis dirait qu'il s'est toujours intéressé à ce que faisaient les jeunes générations et tout ça, mais parce que lui, il avait cette casquette d'éditeur que moi, je n'ai pas. J'ai pas le temps, en vrai, de toute façon, mais c'est fondamental qu'effectivement on s'intéresse à ce que font les jeunes aujourd'hui et qu'on les porte et qu'on les amène aussi à pouvoir dessiner, à faire ce qu'ils veulent et à exister parce que c'est voilà, généralement des gens qui sont quand même plutôt dans les marges en termes graphiques, en termes de dessin, voire de narration, parce que c'est ça qu'on aime bien. C'est ce que la bande dessinée peut proposer comme chose un peu dans les marges, je me répète. Et enfin, je voulais connaître plus largement votre avis concernant l'opposition ou non de la micro-édition et de l'édition alternative. Donc ça va être un peu le choc entre vous deux. Déjà, est-ce que vous pensez que ce modèle, ces deux modèles, ils peuvent coexister au sein d'une même structure? Donc on a eu quelques éléments de réponse sur le fait que vous continuez à assembler quelque chose encore au bureau, mais est-ce que c'est des choses qui peuvent vraiment coexister au sein d'une même structure selon vous? Ouais, t'as pas de bureau, toi. Euh, oui, je pense que ça peut coexister. Ça peut coexister parce que de toute façon, par la force des choses, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression qu'on est sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de disparaître. Ça va forcément être suivi par un renouveau. Et ce renouveau, soit on attend qu'il arrive et on sera en retard, soit on essaie de l'accompagner comme on peut. Nous, on peut essayer de l'accompagner parce qu'on a déjà une forme de visibilité, parce que nos livres sont déjà visibles en librairie. On est quand même relativement connus. Des journalistes, etc. Sur les réseaux aussi, on a un certain poids. Euh,
Donc de toute façon, ça va coexister. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire des livres de patrimoine, de gens vieux, très vieux, voire très décédés. Et puis à côté de ça, on va faire des choses qui sont un peu plus à marge, plus petites. Et on sait très bien qu'on ne peut pas risquer financièrement parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que je vous ai dit que c'était des temps de crise, c'est très compliqué pour nous aussi, d'éditer des livres qui risqueraient de ne pas fonctionner. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé à Cornelius il y a une quinzaine d'années, on faisait encore 3-4 livres par an, des livres conséquents, 150, 200 pages, sans souci, pour lesquels on pouvait estimer qu'ils ne soient pas rentables. On a édité Bonapredzey, Fanny Michaelis, c'était des ventes qui étaient très à la marge, 300, 400, 500 exemplaires, des fois un peu plus, mais c'est rarement, on atteignait rarement le seuil de rentabilité. Bon, bah maintenant on peut plus faire ça. C'est-à-dire, on peut faire un livre par an en faisant ça, et ça sera tout, quoi. Donc forcément, il faut trouver des stratégies. On va refaire des trucs, des fascicules agrafés, des petits fascicules de 32 pages. Voilà, il faut en fait revenir aux sources, quoi, un peu à la base, le cycle. Moi, j'ai l'impression que ce qui a permis en fait à la bande dessinée indépendante et alternative de se développer ces dernières décennies est en train, comme tu dis, de s'effacer. Enfin, le système de diffusion-distribution fonctionne plus très bien. Les librairies sont sont plus très aidées. Il y a beaucoup moins aussi de subventions qu'avant. Et que dans ce contexte-là, en fait, la micro-édition, ça reste en fait étrangement plus résilient parce qu'il y a il y a moins d'enjeux. Déjà, typiquement, nous, on est 4 bénévoles, donc en fait, on ne se paye jamais, donc il n'y a pas besoin de payer nos salaires, quoi. Donc déjà, c'est plus simple. On a un catalogue qui est vraiment très restreint comparé à 30 ans de catalogue. Donc on n'a pas besoin de les stocker, donc on n'a pas besoin de payer des entrepôts. Et en fait, toutes ces charges-là, en fait, c'est aussi ce qui fait que c'est très dur, je pense, d'arriver à perdurer dans des contextes de crise. Et c'est des contraintes en moins qui font que pour la micro-édition, je pense qu'aussi aujourd'hui, c'est entre guillemets plus facile d'exister, quoi. Et enfin, vous êtes tous les deux à différentes étapes de votre carrière. Donc là, on a sur une maison qui a 30 ans d'existence, ça fait déjà plusieurs années que vous y êtes. Et Pierre, je sais pas si c'est un début de professionnalisation dans l'édition avec Nébuleuse, mais J'espère. peut-être, voilà. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez que la micro-édition et donc Nébuleuse a à apprendre d'une maison d'édition alternative professionnalisée, et qu'est-ce qu'une maison comme Cornelius peut apprendre de la micro-édition? Nous, on a quasiment tous appris, tout appris là de Cornelius et des requins-marteaux. Enfin, moi, là, tout ce que je fais, c'est je fais d'après ces exemples-là. Maintenant, on commence à avoir d'autres exemples de maisons d'édition européennes dont on essaye de suivre les traces parce qu'elles elles fonctionnent assez bien, comme Pio Studio ou Holopress, qui sont des maisons d'édition en Europe qui fonctionnent assez bien et qui ont un fonctionnement qui est très différent aussi de ce qu'on connaît en France. Mais moi, après, moi, j'ai un respect infini pour Cornelius et pour la longévité que ça a et même aussi pour la pertinence que ça a encore aujourd'hui après 30 ans. Enfin, c'est assez fou, quoi. Il y a des auteurs et des autrices qui continuent d'être publiés, qui sont exceptionnels. Et moi, c'est ça, quoi. C'est le fait aussi de rester droit dans ses bottes, de ne pas se trahir. Parce qu'il y a aussi ça. Enfin, c'est comme on disait, dans un marché hyper concurrentiel, capitalistique, c'est facile, je pense, de vriller. Et donc, c'est de voir que c'est toujours à taille humaine, que c'est toujours des gens très chouettes qui gèrent ça. Moi, c'est surtout ça qui m'inspire chez Cornelius. C'est sympa. Oui, c'est vrai, non, mais il a raison. Il y a, une- il y a- il y a quelque chose qui est très lié au fait de ne pas se trahir. Après, le problème, c'est que c'est à double tranchant, quoi. Là, on voit par exemple l'association qui est quand même avec Cornelius, les Requins-Marteaux, une des plus vieilles maisons d'édition alternatives. Ben, eux, ils ont essayé de ne pas se trahir, et puis à ce moment, ça va pas très bien. Mais pour d'autres raisons. L'histoire du collectif, etc., qui a fait que ça a été plus compliqué. C'est plus simple finalement quand il y a une personne qui est le capitaine ou la capitaine du navire. Donc, soit Pierre pour sa maison ou Jean-Louis pour Cornelius. Ça évite quand même pas mal d'écueils. Nous, ce qui reste effectivement à prendre, entre guillemets, du côté de la micro-édition et de tout ce qui se passe dans le fanzina en général, bah, c'est justement cette
forme de fraîcheur, de folie. Quand on est dans l'idée d'aller explorer les marges, bah, justement, il faut qu'on garde les yeux ouverts et les oreilles aussi pour regarder ce qui se passe et puis et continuer à être surpris et continuer à être curieux parce que c'est vrai que c'est un vrai problème et on le voit même maintenant chez les jeunes générations. Et là, je dis ça par rapport au fait que je sois aussi intervenant à l'IUT de Bordeaux dans les métiers de l'édition. Il y a quand même énormément de jeunes qui arrivent comme ça post-bac, 20 et quelques années, et qui en fait sont très très peu curieux de savoir ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés par la bande dessinée, ils lisent que du manga. D'ailleurs, quand je leur dis vous lisez de la bande dessinée, ils disent non, je dis du manga. Et je dis c'est pareil. Voilà, et en fait, on se rend compte qu'en fait, ce manque de curiosité, il peut arriver très très tôt dans la vie, hein. C'est qu'on peut être déjà vieux à 20 ans, hein, au final. Et ce truc-là, bah, effectivement, il faut le garder, il faut le cultiver. Il y a heureusement beaucoup de gens qui sont pas comme ça et qui sont un peu plus fous, un peu plus folles. Et justement, il faut réussir à garder ce truc-là et que cette flamme-là ne s'éteigne pas, quoi. Parce que sinon, on va dans le mur. Le temps file et j'ai encore plein de questions, mais je vous avais promis un temps de questions si jamais vous en aviez. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si jamais on peut continuer la discussion de manière informelle, on retrouve les publications de Nébuleuse sur leur stand pendant tout le week-end jusqu'à demain, les publications de Cornelius dans toutes les bonnes librairies. Je remercie donc Pierre Pousségur des éditions Nébuleuse et Hugues Bernard des éditions Cornelius d'avoir accepté l'invitation. Bien évidemment, je remercie le Zinfest de nous avoir invités et pour la confiance accordée. Donc le salon il reste ouvert jusqu'à 19h ce soir. Après, on fait la fête avec un très grand banquet dans toute la rue. Donc il y a des tables qui seront dressées dans toute la rue. Il y aura des concerts et on va se régaler. Et demain, il y a une seconde table ronde qui nous attend dans l'après-midi, faire archive, zine et mémoire LGBTQIA+, qui a l'air passionnant. Et je voulais aussi évoquer, on a rapidement évoqué l'histoire de la perte de droit de Daniel Close. Si jamais cette histoire vous intéresse, il me semble qu'il y a un article sur le blog ou sur le site de Cornelius. En tout cas, j'avais lu que l'histoire avait été retracée quelque part. Mais ça, en tout cas, c'est très intéressant de voir ce qui peut se passer dans le milieu de l'édition, comment une grosse maison peut venir interférer avec des petites maisons. Donc je vous conseille cette lecture-là. Et puis, je vous remercie et passez une bonne journée.